Bonjour, bienvenue à Transactions réussies, une série balado sur l'immobilier. Mon nom, c'est Isabelle Racicot. Le but de la série, dans le fond, c'est de vous permettre d'avoir le plus d'outils possible, le plus d'informations pour vous permettre de naviguer dans ce marché-là avec confiance et assurance, que vous soyez un premier acheteur, un acheteur expérimenté ou encore un investisseur. Je suis toujours en compagnie de Georges Bardagy, mais comme on va parler de financement aujourd'hui, on accueille avec nous Philippe Quintal, directeur du développement hypothécaire à la Banque nationale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Isabelle. Bon, on parle de financement aujourd'hui, les fameuses hypothèques et tout ce qui est relié à ça. Puis j'ai envie de commencer par la base parce qu'il y en a qui ne savent même pas c'est quoi une hypothèque. On peut peut-être leur expliquer. Philippe, on vous écoute. Première des choses, une hypothèque, c'est un prêt immobilier. Donc, la banque va prendre en garantie la propriété et puis le vendeur va recevoir les sous de la banque, puis l'acheteur devra rembourser à la banque les sous, donc l'argent avancé, jusqu'à temps que la dette soit remise à zéro. La première des choses qu'il faut comprendre, il y aura l'amortissement. Donc, l'amortissement, c'est la durée sur laquelle le prêt va être amorti, 20, 25, 30 ans. Ouais. Ça peut être plus court aussi. Et puis, il va y avoir un terme là-dedans. Donc, un terme, c'est une durée sur laquelle on prend un taux d'intérêt. Généralement, c'est des multiples de 12. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça va être une période déterminée avec un taux déterminé qui va donner un paiement déterminé. Et puis, c'est là qu'il va y avoir le fameux taux fixe ou le fameux taux variable. OK. Parlons-en, vu qu'on est là. Taux fixe, taux variable. Bon. Qu'est-ce qu'on choisit? Quand est-ce qu'on le choisit? Si tu me permets, la première des choses qu'il faut regarder, ça va être la tolérance au risque. Parce que quelqu'un qui est instable dans son budget ou qui est au niveau de sa personnalité, qui ne sait pas combien que ça va lui coûter, même s'il sait que c'est mieux de prendre un taux variable, à ce moment-là, il vaut mieux aller vers un taux fixe. Okay. Donc, la première des choses, c'est la tolérance au risque. Deuxième des choses aussi, c'est quoi le projet de la propriété? Est-ce qu'on prend quelque chose à long terme, à court terme? Puis la troisième des choses, c'est le budget. Donc, qu'est-ce qui nous permet de garder notre rythme de vie avec une hypothèque? Parfait. Moi, mon père m'avait déjà dit qu'il fallait que tu calcules ton hypothèque fallait que ça te coûte pas plus qu'une semaine par mois de salaire. Ce qui était 25 environ 25 de ton revenu. Ouais, c'est difficile là, aujourd'hui, Georges. En fait, on dirait 30 en général. Okay. Dans les dernières années, ça a augmenté avec l'abordabilité qui a diminué, les coûts de l'immobilier qui a augmenté, le taux d'intérêt qui a augmenté un petit peu après la pandémie, a fait en sorte que maintenant, à Montréal, on est plus près de 47-48 % Ça reste vrai que plus près de 35-40 % dans d'autres villes du Québec où l'immobilier est un petit peu moins cher. Mais 25 c'est un bon conseil que ton papa t'a donné, mais je pense que c'est utopique aujourd'hui. C'était à l'époque. Georges, est-ce que tu conseilles systématiquement à tes clients de se faire préqualifier? Tout à fait. Quand on commence, on peut être en compétition. On l'a vu dans l'autre balado avec d'autres acheteurs. C'est important d'être préqualifié. On est capable de démontrer aux vendeurs qu'on a la capacité financière d'honorer notre promesse d'achat une fois qu'elle va venir. Puis de le faire dès le début permet aussi de sauver du temps parce que, tu sais, les gens viennent nous voir. Eux autres, ils ont un rêve immobilier, une maison, 4 chambres à coucher, 3 salles de bain, 2 garages, piscine. Mais à cet endroit-là, puis là, bien, ça, c'est le rêve. Mais là, il faut le payer, le rêve, puis il faut s'assurer qu'ils sont capables. Puis moi, je leur conseille souvent aussi, je dis, même si tu es préqualifié pour un montant, garde-toi de la marge de manœuvre. Puis je pense que Philippe va faire la même chose avec ses clients, de dire, il faut que tu prévois des coûts d'entretien, le fameux 3% de choses à réparer. Donc, il ne faut pas être esclave de sa maison ou de son hypothèque. Donc, on va conseiller, je pense, de façon bienveillante les deux, à s'assurer qu'ils achètent dans une limite de budget confortable. Puis surtout que ça va vite des fois. Hein, les maisons sont en vente 15 secondes d'écart. Fait que d'être préqualifié, ça aide au niveau de l'achat. Mais comme vendeur, si j'ai le choix entre deux promesses d'achat, une et j'ai la qualification, l'autre, je ne l'ai pas, avec des prix ou des termes à peu près égaux, mais je vais prendre celle-là qui est qualifiée d'avance. Philippe, sur quoi vous vous basez pour préqualifier? La première des choses aussi que je voulais rajouter à Georges, c'est que ça permet bien connaître sa capacité d'emprunt, donc pas magasiner pour rien. Deuxième des choses, ça nous permet aussi de réserver un taux d'intérêt. Fait que ça vient partie. Après ça, pour nous permettre de faire une préautorisation, une préqualification qui a du sens, ça nous permet de connaître aussi c'est quoi le projet du client. Est-ce qu'on regarde pour un condo, propriété unifamiliale, résidence secondaire? Est-ce que c'est un plex? Est-ce qu'on va être propriétaire occupant? Est-ce que c'est un investissement? Ensuite, on va regarder aussi au niveau de la mise de fonds. Est-ce qu'on a des REER? Est-ce qu'on va faire le RAP? Est-ce que ça va être des CELIAP? Est-ce que ça va être des CELI?
Est-ce que ça vient de la vente d'une autre propriété? Est-ce que c'est un don des parents? Donc, on est capable de mettre ça en place, puis voir aussi c'est quoi les stratégies pour être capable de maximiser cette mise de fonds-là aussi. Puis comme la préautorisation ne coûte rien, Oui. puis elle permet de se protéger contre une éventuelle hausse du taux d'intérêt, ça vaut pas la peine de ne pas le faire. C'est comme ça que je le dis aux clients. C'est exactement ça. OK, moi, je veux on vient de parler de mise de fonds. Là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux premiers acheteurs dans les meilleurs outils là, pour avoir une bonne mise de fonds? Première des choses, ça serait vraiment de regarder avec un spécialiste en financement. Ouais. Et puis, nous, à la banque, on est entouré d'une équipe de spécialistes qui sont capables de vous aider au niveau de l'épargne, au niveau du CELI, CELEP et REER. Ça va toujours être d'essayer de mettre en place une épargne systématique pour être capable de justement gonfler cette mise de fonds-là. Ouais. Mais c'est d'y aller toujours vivre selon nos moyens puis essayer de viser une propriété avec un prix juste dans notre budget. Je t'avais vu sur Instagram, Georges, expliquer le CELIAP. Oui. Bien, le CELIAP, moi, je trouve que c'est la plus belle invention après le bouton à 4 trous. Là. Ah oui, tu l'expliques super bien. C'est extraordinaire parce que ça permet aux jeunes premiers acheteurs d'économiser leur mise de fonds à raison de 8 000 $ par année. Hein, corrige-moi si j'ai tort. Et à l'abri de l'impôt. Fait que c'est comme un REER. Fait que dans le fond, tu prends 8 000 $, tu le mets dans ton CELIAP, tu as droit à une économie d'impôt sur le 8 000 $ que tu as mis cette année-là, qui est le maximum. Pas obligé d'être le maximum, mais tu mets ce que tu peux, mais 8 000. Puis ensuite de ça, quand tu as le droit d'accumuler jusqu'à 40 000 $ par conjoint, donc si on est 2 conjoints, ça peut faire 80 000 au maximum sur une période de quelques années. Puis quand tu sors l'argent de ton CELIAP pour la mettre comme mise de fonds sur l'achat d'une propriété, mais tu n'es pas obligé de le rembourser. Et c'est ça la beauté de l'affaire. Ouais. Quand tu fais un RAP, donc tu utilises tes REER, tu sors l'argent de ta caisse de retraite personnelle, tu as une période de 15 ans pour le rembourser. Le CELIAP, tu as le bénéfice des deux. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est pour tout le monde, tous les jeunes qui nous écoutent, qui veulent acheter leur première propriété, ou même les moins jeunes, ceux qui n'ont pas acheté depuis 5 ans. Exact. Ils peuvent utiliser le CELIAP pour bâtir leur mise de fonds. On parle de mise de fonds, puis là, je le vois avec mes 2 garçons qui sont dans la jeune vingtaine, même s'ils mettent en ce moment de l'argent dans leur CELIAP, je ne suis pas sûre qu'ils vont être capables de mettre une mise de fonds de 20 %. Donc, comme parent, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour les aider? Philippe. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour les aider. De plus en plus populaire, ce que je vois des parents qui commencent à refinancer leur propriété pour faire un don au niveau de la mise de fonds, pour aider les jeunes acheteurs. Donne-moi une autre option, Philippe. Pas les dettes. Mais tout dépend. Est-ce qu'on parle de dons? Est-ce que tu parles plus au niveau de donner des sous des fois pour que tes jeunes garçons puissent maximiser leur CELIAP? Oui, c'est soit que je les aide à maximiser leur CELIAP, soit que je fasse un don de mon vivant. C'est ça qu'on voit de plus en plus en ce moment. Il y a plusieurs choses. La chose que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas tout seul. Non, je le sais, on a beaucoup de 40 des acheteurs canadiens, des premiers acheteurs, qui ont eu l'aide d'un parent, soit pour aider avec la mise de fonds, avec le CELIAP ou un don, ou des fois aussi juste endosser l'hypothèque parce que le montant est peut-être pas dans les capacités d'emprunt où il y a déjà eu une mauvaise expérience de crédit. Donc, on vient sécuriser la banque que ce prêt-là va être remboursé. Mais dans tous les cas, on voit ça de plus en plus. Il faut faire attention parce que c'est pas tous les parents qui ont les moyens d'aider leurs enfants. Il y en a des parents qui sont très généreux, mais il faut s'assurer qu'ils ont assez d'argent eux-mêmes pour passer la retraite, les soins de santé qu'ils pourraient avoir besoin dans le futur. Donc, il faut faire attention de les aider selon les moyens de tous et chacun. Et ça, c'est très différent d'un individu à l'autre. Mais je pense que le meilleur moyen, c'est de les aider à contribuer au CELIAP en premier. Puis après ça, on peut aider avec une mise de fonds de notre vivant. Hein, on dit ça. Oui, c'est ça. On aime autant aider nos enfants quand on est vivant que quand on au décès, sous forme d'héritage. Puis je pense que c'est ça qu'on voit de plus en plus du côté de Philippe. Beaucoup de parents qui deviennent co-emprunteurs uniquement, si on veut. Donc, des fois, les jeunes commencent leur carrière, ingénieur junior, qui va devenir un ingénieur éventuellement senior. Il va y avoir des revenus qui vont augmenter assez rapidement. Mais dans l'immédiat, pour permettre de qualifier un dossier, on va se servir du levier, donc le revenu des parents, pour être capable de maximiser ce prix d'achat-là. On le sait, le prix des propriétés augmente, donc ça permet cette accessibilité-là. Ce que j'aime de Philippe, quand je l'introduis à des acheteurs, Philippe, il est vraiment bienveillant. Il connaît son produit, il
connaît l'hypothèque de fond en comble. Il y a plein de scénarios auxquels les gens qui vont le voir n'ont pas pensé. Puis lui, il y a toujours un produit qui est bien adapté aux besoins, puis il pose beaucoup de questions. Il prend le temps de savoir c'est quoi vraiment les besoins. Puis après ça, il propose des produits en conséquence. Puis des fois, il va dire à un acheteur, regarde, je sais que tu es capable d'aller jusque-là, mais si j'étais toi, je resterais dans cette limite-là à cause de tel truc. Ou voici, t'as-tu pensé à le faire de cette façon-là, le don, ou de co-emprunter? Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on pense à l'hypothèque. Pour les gens, une hypothèque, c'est 5 ans fermé, comme on en voit beaucoup au Québec, mais ça s'est beaucoup diversifié les produits de la banque au fil des ans. Puis Philippe, c'est une bonne personne pour qualifier son client puis leur donner des bons conseils. Fait que l'image qu'on a, que vous allez, que les banques essayent de maximiser notre dette, est un peu fausse. Disons ça comme ça, absolument. Oui, parfait. Absolument. Il se demandait où est-ce que je m'en allais avec ça. OK. Moi, je sais qu'un peu plus tôt, dans un des épisodes, Georges, tu nous as parlé comme quoi les baby boomers allaient être la génération qui allait léguer le plus d'argent. Oui. Fait que j'ai envie de vous demander à tous les deux, en quoi est-ce que les héritages des baby boomers vont venir peut-être affecter le marché de l'immobilier, selon vous? Bien, disons que ça va se faire pas tout de suite. D'abord, il faut savoir que les baby boomers, on est content de savoir qu'ils vivent de plus en plus vieux, de plus en plus en santé, puis ils restent de plus en plus longtemps dans les maisons, ce qui contribue peut-être au débalancement entre l'offre et la demande. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que les jeunes qui entrent dans le marché, bien, ils ont de l'aide un peu, c'est un petit peu difficile, mais il faut qu'ils rentrent dans le marché pour éventuellement bâtir une équité. Puis éventuellement, pas tout le monde, mais disons 30 à 40 % d'entre eux devraient avoir un héritage assez substantiel pour réduire leur dette de façon importante quand peut-être ils vont être dans la quarantaine ou début de cinquantaine. Et donc, c'est comme s'il y avait comme un filet de secours à l'horizon pour eux. Ça devrait stabiliser beaucoup, je dirais, le risque financier, autant pour les acheteurs que pour la banque. On va donc voir peut-être des moments où les gens vont... Tu sais, à chaque année, on a le droit de remettre, c'est 10 % de notre hypothèque? Oui, ça dépend des institutions, mais il y a un montant, une somme forfaitaire auquel on a droit par année et on peut aussi doubler ou faire une fois et demi le paiement régulier de l'hypothèque. Ça, c'est important parce que tu peux baisser beaucoup ton amortissement. Ça fait toute une différence. Est-ce que, si on parle de taux, là, parce que ça fait partie vraiment de ce qui intrigue et ce qui traumatise les gens, les fameux taux hypothécaires. Là, comment on doit choisir un taux? Bon. La question est très bonne, question populaire. Elle pose bien des bonnes questions. C'est ça. C'est à savoir... Aussi savoir, c'est quoi le but? Est-ce qu'on pense vendre la propriété bientôt? Est-ce qu'on pense éventuellement transférer l'hypothèque, vendre, racheter? C'est quoi le budget? C'est quoi la tolérance au risque? Ça revient à plusieurs facteurs. Parce qu'effectivement, trop longtemps, les gens ont pensé que le 5 ans fixe, c'était la meilleure chose. Oui. Ce n'était pas la meilleure chose. Ça dépend de la situation. À court, moyen, long terme, c'est ce qu'il faut analyser ensemble pour voir c'est quoi le besoin réel. Historiquement, quand on prend le taux variable, ça veut dire qu'il fluctue à chaque fois qu'il y a une annonce du taux directeur par la Banque du Canada. Historiquement, si on regarde les 50 dernières années, c'est ça qui était le moins coûteux en intérêt. Mais ça ne veut pas dire que c'est adapté à tout le monde. Il y en a qui aiment bien ça, savoir pendant 5 ans combien ça va leur coûter exactement. Oui. Puis s'ils ont une augmentation de salaire, bien, moi, je leur dis à ces clients-là, si tu es capable de vivre avec le même montant que tu avais avant ton augmentation, bien, prends le surplus d'argent que tu vas gagner, puis rembourse ton hypothèque de façon accélérée. Ça va venir réduire énormément le coût d'intérêt dans ta vie. Oui. Et donc ça, je pense que c'est un bon conseil, si on est capable de le faire. OK. Quand est-ce que... Puis quand on magasine notre taux, là, on va voir différentes institutions financières. À part le plus bas taux qu'on va m'offrir, qu'est-ce que je dois regarder? Les conditions. Puis ça, on n'en parle pas assez. OK, on y va. OK. Première des choses, tout va bien, on achète une propriété, on a une hypothèque. Si on décide de vendre et on rajoute d'autres choses, est-ce qu'on peut transférer l'hypothèque? Première des choses. Ensuite, si on vend la propriété... Parce que c'est pas dans tous les cas qu'on nous permet de transférer l'hypothèque. Non, effectivement. Ça va dépendre des institutions. La deuxième chose aussi, c'est quoi les frais de résiliation? Encore là, on brise l'hypothèque. C'est quoi la fameuse pénalité? Combien ça va nous coûter? Oui.
L'autre chose aussi, les frais d'enregistrement. Dépendant de certaines institutions, les notaires vont charger des frais plus onéreux à cause que le type d'acte de prêt n'est pas l'acte de prêt conventionnel qu'ils connaissent. OK. Fait que je te dirais, c'est pas mal ça qu'il faut regarder au niveau de l'hypothèque, pas juste le taux. Qu'est-ce C'est que ça une veut bonne dire, question. Georges? Non, je m'allais dire, il a très bien répondu. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, ça dépend combien de temps tu vas rester dans ta maison. Si moi, je dis, tu penses que tu vas rester là 10 à 20 ans, c'est ta maison familiale, tu es Oui. là pour toujours. Comme toi, ça fait longtemps que tu es dans ta maison. Oui. Il n'y a pas de problème. Prends un long terme, puis c'est correct. Mais c'est quand il y a des surprises. Des fois, soit on est transféré pour son travail, soit on vit une séparation. Oui. Il y a des changements qui peuvent avoir lieu dans une vie imprévue. Et là, la fameuse pénalité peut être coûteuse. Donc, si on sait qu'on va prendre notre retraite dans 2 ans, puis qu'on va probablement vendre la maison pour acheter un condo ou aller à la campagne, peut-être qu'on va prendre un terme qui va être ajusté en fonction de cette date-là pour éviter la fameuse pénalité. C'est ce que Philippe dit. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, on peut emprunter sur une propriété. La banque, l'hypothèque, c'est une garantie de la banque sur le bien immobilier Oui. que vous allez rembourser cette hypothèque-là. Oui. Mais eux, si on est capable de remplacer cette garantie-là par une autre garantie hypothécaire, donc une autre maison ou un condo, ils vont le considérer, puis à ce moment-là, il est possible que la pénalité soit moindre. Absolument. Donc ça, c'est important de le savoir. Derrière chaque transaction réussie, il y a une stratégie. Mon rôle est d'aider mes clients à prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour un service clé en main, compétent, intègre et bienveillant, rendez-vous sur bardagie.com. Vous avez un projet immobilier en tête? À la Banque nationale, que ce soit pour l'achat d'une propriété, un refinancement ou un renouvellement hypothécaire, nos experts et expertes en financement résidentiel vous accompagnent à chaque étape. Découvrez-en plus en visitant le bnc.ca/maison. OK. On a aussi beaucoup entendu parler de l'importance de payer son hypothèque rapidement. Tu sais, mon père nous a élevés comme ça. Bon, est-ce que c'est encore vrai? Parce que les taux hypothécaires des années 80, très différents de ce qu'on a vécu, quoique là, avec la pandémie, on a eu des taux plus élevés, mais de façon générale, dans les 15 dernières années, on n'a pas eu des taux très élevés. Fait que c'est quoi, Philippe, ton conseil là-dessus? Écoute, il y a 2 courants populaires. Il y a Ouais. effectivement le old school, la vieille école, qui est ce que mon père m'a enseigné, de toujours payer ses dettes avant de faire des investissements. Oui. Puis la nouvelle école dit, ben écoute, si on a un taux d'intérêt qui est bas, puis on est capable de faire plus sur le marché boursier, quelque chose de stable, vaut mieux l'investir dans le marché. Ceci dit, justement, un marché stable, il y a un risque qui est là. Fait que ça dépend toujours, encore là, on parle souvent de la tolérance au risque pour choisir le taux. Oui. Ça sera un peu la même idéologie à apporter ici, Ah à oui, savoir hein? vers quoi qu'on est confortable. Ça risque probablement d'être un mix des deux, donc payer son hypothèque, garder un rythme de vie confortable, être capable Oui. d'aller en voyage, se divertir, mais de continuer d'être capable d'économiser pour nos vieux jours. Qu'est-ce qui arrive quand tu as des acheteurs qui n'arrivent plus à payer? C'est quoi les conseils que tu leur donnes pour pas qu'ils soient obligés de vendre en premier lieu? Ça serait peut-être de rencontrer un spécialiste en finances personnelles. OK. Souvent, comme on m'a enseigné, souvent, ce n'est pas un problème de revenus, souvent, c'est un problème de dépenses. Donc, tout ce qui est du paiement oui, hein? mensuel, souvent, les gens travaillent, mais font leurs décisions en fonction d'un prix, un prix mensuel pour des meubles, un prix mensuel pour des autos, puis souvent, c'est là qu'on se perd. Le fameux piège d'acheter tout de suite, puis payer plus tard. Puis là, tu es plus capable de payer plus tard. Puis Oui. là, le taux d'intérêt est tellement élevé Élevé. que ça t'endette. Mais d'ailleurs, c'est ça, tu sais, c'est un peu de la question de comment éviter qu'on devienne esclave de notre hypothèque. Tu sais, tantôt, j'ai donné le truc que mon père m'avait donné, 25 là, on est rendu à 30-40 mais y a-tu d'autres choses, Philippe, quand tu rencontres des gens que tu donnes comme conseil? De ne pas regarder juste l'hypothèque. Souvent, on pense à l'hypothèque, mais il y a tout ce qui vient avec. Puis souvent, le but de la première rencontre que j'ai avec les gens, Ouais. on fait une préautorisation, mais c'est regarder aussi c'est quoi tous les autres frais. On a l'hypothèque, on a les taxes municipales scolaires, on a le Ouais. chauffage. Si c'est un condo, les frais de condo. Ensuite, on va avoir la taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Oui, la fameuse taxe de bienvenue. Après ça, c'est toutes les dépenses de la vie courante. Si on a des enfants, si on pense faire des rénovations. Fait que je te dirais, c'est de bien s'entourer de spécialistes puis d'être capable de faire un bon budget pour prévoir les coûts de la vie courante. Plus grande erreur que font les gens?
Justement, ne pas faire correctement le budget ou d'aller trop élevé dans leur portion de revenus pour l'hypothèque. Des fois, ils choisissent aussi juste en fonction du taux, puis ils ne regardent pas toutes les autres conditions de l'hypothèque. Ouais. C'est comme regarder une promesse d'achat en fonction du prix, puis pas regarder tous les délais, puis les autres conditions puis qui viennent avec la promesse d'achat. Moi, je pense que c'est ça aussi. OK. J'ai envie de vous poser, parce que ça m'est déjà arrivé, je voulais absolument une certaine maison. Mais puis le taux, j'avais peur qu'il augmente. Est-ce que je peux sécuriser un taux avant d'acheter la maison? Effectivement, oui. Puis là, on a vu tellement les taux varier dans les dernières années que je pense qu'il y en a plusieurs qui étaient dans cette situation-là. Fait que tu peux aller voir la banque, dire « J'ai l'intention d'acheter une maison. Je ne sais pas exactement quelle date, mais j'aimerais savoir le taux en ce moment. » Exactement. Ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de faire une période de garantie taux pour 120 jours. Donc, le taux que je te réserve aujourd'hui, Isabelle, sera bon pour 120 jours. OK. Si à l'échéance du 120 jours, tu as trouvé, tant mieux, on aura ce taux-là. Sinon? Si tu n'as pas trouvé, bien, on va repartir une nouvelle garantie de taux avec les taux du marché, tout simplement. OK. Puis s'il a baissé? On va l'ajuster à la baisse. Bonne nouvelle. OK. Mais si dans la période, il a augmenté, tu auras le taux le plus bas. Donc, celui que tu auras garanti au début. Tu vas avoir le meilleur des deux mondes, ça ne vaut pas la peine de ne pas le faire. Puis là, selon toi, Philippe, je sais que tu n'es pas un devin, là, mais est-ce qu'on s'enligne pour avoir des taux similaires à ce qu'on a eu dans les dernières années, pré-pandémie? Ou, Selon les analyses de la banque, pour la prochaine année, c'est une année stable. Donc, les taux d'intérêt, ce qui sont actuels, devraient rester sensiblement les mêmes, selon les analyses de la banque. Qui est autour de 4 Absolument. OK. On va-tu retrouver un petit 2 éventuellement, les amis? Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va arriver. Jamais, Georges! Non, puis je pense pas que c'est une bonne idée que ça arrive, parce qu'on l'a vu. Pourquoi? À cause de la pandémie, les gouvernements, partout dans le monde, ont baissé de beaucoup, puisque là, l'activité économique était presque arrêtée, pour aider les gens, justement, à subvenir à leurs besoins de logement, de nourriture. Donc, c'était vraiment une crise importante, la pandémie, puis il n'y avait pas de guide de comment agir économiquement dans une pandémie. Alors, je pense que ils ont fait ça, puis ils ont bien fait de baisser le taux parce que ça a permis aux gens, mais ça a quasiment été trop bas, de sorte qu'ils ont créé beaucoup d'inflation. Puis là, en 2022, au mois d'avril, bien, la Banque du Canada est obligée d'augmenter le taux très rapidement, de façon substantielle. Puis là, c'est venu freiner l'activité économique parce que là, l'inflation, si elle est hors contrôle, on n'est pas plus avancé. Fait que je dirais que le taux où on est présentement, qui est autour de 4 %, c'est un taux qui est sain et ni trop haut ni trop bas pour l'économie qu'on vit actuellement. Alors, moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis pour répondre à ta question, tantôt, tu disais, est-ce que je suis mieux de rembourser mes dettes ou d'investir? Ça dépend du taux. Quand on était dans la pandémie puis que les taux d'intérêt étaient en bas de 2 % puis que les rendements boursiers pouvaient atteindre 10 %, même si tu paies de l'impôt sur ton rendement à la bourse, c'est quand même plus rentable d'investir. Là, maintenant que les taux sont autour de 4 5 6 peut-être si c'est un long terme sur une hypothèque, mais normalement, on tourne autour de 4 puis que tu es capable d'avoir un rendement de 7 ou 8, mais là, si tu payes de l'impôt sur ton 7-8 de rendement, puis tu payes 4, l'économie est presque nulle. Peut-être qu'on est mieux de considérer baisser. Mais si tu es capable de faire plus que 10 puis les taux sont à 4, peut-être ça vaut encore la peine d'investir. Donc, c'est un petit peu la variante à ta réponse là, pour l'investissement, puis de rembourser ou pas l'hypothèque. Mais je serais curieuse de savoir, de façon générale, là, avec tes clients, Philippe, est-ce que la plupart, ils prennent leur temps pour payer leur hypothèque ou ils ont décidé d'y aller de façon accélérée? Est-ce on voit encore beaucoup de gens qui payent ce qu'ils peuvent payer chaque année? Ça dépend toujours des personnalités. Ah oui, il y a des gens, comme tantôt, on parlait de la vieille école puis la nouvelle école. Puis il y a les taux aussi, comme Georges disait, c'est un gros impact. Quelqu'un qui a un taux d'intérêt plus élevé va peut-être vouloir payer la propriété plus rapidement, justement pour payer le moins d'intérêt possible. Puis ça va dépendre aussi. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est que vu qu'on y va sur un paiement, bien, les gens le mettent le plus longtemps possible. Pour payer le moins d'intérêt, mais aussi pour avoir le plus petit paiement mensuel, puis avoir la plus grosse hypothèque qu'ils veulent.
possible. OK. Mais les gens, excuse-moi, mais les gens, ils vivent d'un chèque à l'autre. Là. Une grosse partie de la population vivent d'un... Fait qu'ils n'ont pas l'option, eux autres, de faire. Ils ont des enfants, ils sont entre l'âge de 30 et 50 ans. C'est là qu'il y a des grosses dépenses, des ados qui vident des frigos, puis que ça coûte cher. Alors, eux autres, c'est plus difficile d'avoir cette option-là. Elle n'est pas accessible, cette option-là. En même temps, quand ils ont augmenté les taux, on s'attendait, nous autres, en immobilier, puis je pense que les banques aussi avaient prévu d'avoir des reprises de banque, comme on a vécu quand j'étais jeune, là, dans les années 90. Puis ça ne s'est pas produit parce que les gens, il y avait beaucoup de gens qui avaient accumulé quand même beaucoup d'équité dans leur propriété parce que les prix avaient augmenté. Puis les banques, la dernière chose qu'ils veulent, c'est reprendre votre propriété. Les autres vont faire des arrangements, ils vont peut-être augmenter l'amortissement pour vous permettre de passer à travers. Et ça va faire en sorte que ça a fait en sorte, dans le fond, que même avec la hausse des taux puis les renouvellements qu'on a à venir, il y en a eu des reprises, mais vraiment moins de 1% des dossiers ont été en reprise, n'est-ce pas? Puis l'autre chose aussi, si tu me permets, c'est le fameux stress test qui était assez populaire puis qu'on a beaucoup parlé. C'est quoi ça? Ce que c'est que même si les gens avaient un taux d'intérêt à 2 il fallait quand même les qualifier à un taux d'intérêt de 5,45, par exemple. Ça pouvait être 5,25, 6 mais c'était un taux d'intérêt plus élevé, pour s'assurer que même si les taux d'intérêt augmentaient, les gens allaient être capables de pallier à leurs activités financières. Les taxes, le chauffage, les frais de condo et les hautes dettes. Fait que c'est sûr que, oui, dans le budget de tout le monde, dans les coûts mensuels, ça a augmenté, mais pour les banques, ils avaient prévu le coût en qualifiant les gens avec des taux d'intérêt plus élevés. Puis présentement, on fait exactement la même chose. Puis je me souviens que dans les années, quand ils ont mis le fameux test de résistance, le fameux stress test, dans le milieu des années 2010, bien, sur le coup, le monde n'était pas content parce que là, il était plus capable de se qualifier. Mais on a vu que ça a été une bonne décision parce que présentement, vu que le taux de chômage n'a pas augmenté, même si les taux ont augmenté, c'est venu limiter les dégâts. Il y avait comme un coussin qui avait été prévu pour pouvoir faire face à une éventuelle hausse de taux. Donc, je pense que ça a été, avec le recul, une bonne mesure du gouvernement. Oui. Dans quel contexte tu suggères une marge hypothécaire? C'est pas la même chose qu'un prêt hypothécaire. Peut-être qu'on peut expliquer ce qu'est une marge hypothécaire, dans quel contexte? Une marge de crédit hypothécaire, ce que c'est le même principe qu'une marge de crédit personnel, sauf qu'encore là, c'est la propriété qui est en garantie. Donc, le taux est meilleur. Mais encore là, ça va dépendre toujours de la personnalité aussi des gens. Parce que c'est du crédit qui est facilement accessible, qui peut être utilisé en tout temps et remboursé en tout temps. Fait que ça dépend toujours aussi c'est quoi le besoin, puis à court, moyen, long terme, le projet ou l'utilisation de celle-ci. Mais oui, c'est un excellent produit. Ça peut être fait pour quelqu'un qui pense faire des rénovations, quelqu'un qui pense dégager une mise de fonds pour l'achat d'une deuxième propriété, un chalet, un projet quelconque, faire un don pour ses enfants qui veulent l'acheter. C'est un autre projet parce que, encore là, quand on va vendre la propriété, tout ce qui est sur la marge de crédit hypothécaire n'a aucune pénalité. Donc, encore là, c'est un gros avantage. Mais ça vient avec son désavantage, qui est l'utilisation facile. Le taux est un petit peu plus élevé quand même sur une marge que sur une hypothèque, il faut savoir. Mais quand elle est utilisée, forcément, c'est rien. Je trouve que c'est très pratique pour les urgences. Tu sais, quand je regarde mes clients, que ça fait 20 ans qu'ils sont dans leur propriété, normalement, leurs dettes sont plus basses, il y a de l'équité. Ben, je sais pas, il t'arrive quelque chose d'imprévu, puis toi, à ce moment-là, tu avais besoin de cette liquidité-là pour faire face à cette obligation-là. C'est un bon outil bien adapté pour ça. Ça évite les pénalités s'il faut qu'on le rembourse. On va aussi parler du prêt-pont, du bridge loan. Peut-être qu'on peut expliquer c'est quoi, puis dans quel contexte c'est bon de s'en servir. Parfait. Le prêt-pont, ce que c'est que, je vous donne un exemple. On vend la propriété le 1er juin. Par contre, on a acheté une nouvelle propriété, puis on passe au notaire le 1er mai. Donc, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous avancer les fonds de la mise de fonds pour cette période-là, puisque vous allez recevoir vos sous après avoir vendu. C'est ça, un prêt-pont. OK. Dans le fond, tu te trouves à payer 2 propriétés pendant 1 mois. Mais ça te permet aussi de faire des travaux, peut-être dans la propriété que tu projettes d'aller habiter, tout en habitant dans ta maison. Puis éventuellement, tu budgètes, donc d'avoir à payer deux montants d'hypothèque pendant 1 mois, une période courte, 2 comptes de taxes scolaires, 2 comptes de taxes municipales, des assurances. Mais ça enlève beaucoup de stress au déménagement puis aux rénaux qui ont besoin d'être faits avant. Donc, dans ce sens-là, ça peut être très pratique d'avoir un pont hypothécaire. OK. On a dit beaucoup de choses dans les 30 dernières minutes, peu importe. Là, j'aimerais ça qu'on fasse comme ce qui est important de retenir sur l'hypothèque. Fait que, premièrement, c'est de se préqualifier. Super important.
Deuxièmement, ce serait quoi? Bien prévoir les coûts qui s'en viennent, Oui. puis faire un bon budget. OK. Troisièmement, Se réserver un taux, ça va Oui. à l'ex préqualifié. oui. Puis quand on regarde, quand on magasine pour une hypothèque, c'est pas juste de regarder le taux, mais regarder aussi tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les termes, les pénalités qui s'en suivent, si on décide et si la résidence est transférable. Exact. C'est pas pire? Oui. Je vais aller travailler avec la Banque nationale bientôt. En fait, c'est d'avoir le meilleur produit hypothécaire adapté Oui. à vos besoins. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Il y a plusieurs variantes dans Oui. ce que les banques offrent maintenant comme taux hypothécaire. Puis Philippe va être capable de bien vous montrer, dans le fond, tu sais, comme c'est quoi le produit adapté à tes besoins particuliers. Je donne un exemple. Moi, j'avais jamais entendu parler avant, il y a quelques années, on parlait des multitermes. Tu peux avoir une hypothèque Oui. pour 2 ans, une partie, mettons 100 000 pour 2 ans, puis une autre partie pour 5 ans. Vous faites ça encore? Absolument. Puis Fixe, là, variable. fait que si, je sais pas moi, tu attends une rentrée d'argent parce que tu as une dette ou tu vas vendre ton immeuble à revenu, puis tu sais que dans 2 ans, il va y avoir de l'argent qui va rentrer, puis tu veux pas qu'il y ait de pénalité, bien, tu peux prendre ça. Alors ça, c'est le genre d'exemple que je donne aux clients qui dit, bien, si vous posez votre scénario avec le conseiller, il va être capable de vous donner le meilleur produit hypothécaire adapté à vos besoins. Est-ce que tu vas commencer à faire ça après Non, courtier? pas du tout. J'aime ça, moi, T'es vendre des vraiment bon, maisons. Georges. Je suis bien content d'accompagner les gens qui achètent, qui vendent. Puis c'est quoi? Ils sont en bien meilleure main avec Philippe pour l'hypothèque. OK, super. Merci à toutes les deux. Merci Philippe, merci Isabelle. Ce balado est une production de Cogeco Média. Merci à nos partenaires Agence immobilière Bardagie et Banque nationale.